Je range mon bureau, c'est le numéro 58 je crois, et cela fait bientôt 2 mois que je n'ai pas enregistré de vidéo. Je range mon bureau. Alors je ne vais pas tout faire d'un coup parce que, regardez, attention, hop, il y en a beaucoup évidemment. Et pourtant il y a eu des moments où j'ai pas beaucoup lu, mais enfin voilà, ça va. Il y a quand même une pile aussi et vous allez comprendre pourquoi, parce que je triche à moitié. Alors, inutile de le dire, si vous regardez cette vidéo en direct, non, mais en léger différé, dans les semaines qui suivent cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le 19 mars, c'est la veille du printemps 2020, dans un contexte bien particulier, le contexte du confinement qui n'est pas total, loin de là, mais d'un confinement très poussé, et d'une France qui vit au ralenti, dans une Europe qui vit au ralenti, à cause de la crise sanitaire extrêmement grave et sans précédent pour l'immense majorité des gens qui vivent actuellement dans notre continent, cette crise évidemment du coronavirus Covid-19. Alors pour ne pas déroger à la règle, je ne change pas la routine, je garde la routine, c'est important quand on n'est pas directement affecté, quand on n'est pas directement, on va dire, aux prises, c'est très important de respecter les consignes, c'est-à-dire de rester chez soi. Moi, depuis le début du confinement, je suis sorti une seule fois, faire des petites courses cet après-midi, et sinon, pas du tout. On continue donc selon les nouvelles préconisations. Je commence par vous lire un extrait d'un Pléiade. Je fais le tour un peu de ma bibliothèque, et notamment des Pléiades, et donc vous l'avez vu, je vais vous lire un petit extrait des Essais de Montaigne. Dans le livre 1, l'essai 46, des noms. Et je commence au début. Quelque diversité d'herbes qu'il y ait, tout s'enveloppe sous le nom de salade. De même, sous la considération des noms, je m'en vais faire ici une galimafrée de divers articles. Chaque nation a quelques noms qui se prennent je ne sais comment en mauvaise part. Et à nous, Jean, Guillaume, Benoît. Item, il semble y avoir en la généalogie des princes certains noms fatalement affectés, comme des Ptolémées à ceux d'Égypte, des Henri en Angleterre, Charles en France, Baudouin en Flandre, et en notre ancienne Aquitaine, des Guillaume, d'où l'on nie que le nom de Guyenne est venu. Par un froid rencontre, s'il n'y en avait d'aussi cru dans Platon même. Item, c'est une chose légère, mais toutefois digne de mémoire pour son étrangeté, et écrite par témoin oculaire, que Henri, duc de Normandie, fils de Henri, second roi d'Angleterre, faisant un festin en France, l'assemblée de la noblesse y fut si grande que pour passe-temps, s'étant divisée en bandes par la ressemblance des noms, en la première troupe, qui fut des Guillaumes, il se trouva 110 chevaliers assis à table portant ce nom, sans mettre en compte les simples gentilshommes et serviteurs. Il est autant plaisant de distribuer les tables par les noms des assistants, comme il est toué à l'empereur Geta de faire distribuer le service de ses mets par la considération des premières lettres du nom des viandes. On servait celles qui se commençaient par M, mouton, marcassin, merlu, marsouin, ainsi des autres. Item, il se dit qu'il fait bon avoir bon nom, c'est-à-dire crédit et réputation. Mais encore à la vérité est-il commode d'avoir un nom qui aisément se puisse prononcer et mettre en mémoire, car les rois et les grands nous en connaissent plus aisément et oublient plus mal volontiers. Et de ceux mêmes qui nous servent, nous commandons plus ordinairement et employons ceux desquels les noms se présentent le plus facilement à la langue. J'ai vu le roi Henri II ne pouvoir nommer à droit un gentilhomme de ce quartier de Gascogne. Et à une fille de la reine, il fut lui-même d'avis de donner le nom général de la race, parce que celui de la maison paternelle lui sembla trop divers. Je m'arrête là, je pourrais continuer. Je pense que si le confinement dure des semaines et des semaines, ce qu'on ne souhaite pas, on pourrait faire des marathons lecture où vraiment, je sais pas, moi je rentre dans Montaigne enfin, ça fait partie des nombreux écrivains, il n'y a pas que lui, et on n'a pas trop envie d'arrêter. Voilà, c'est à la page 296 de l'édition Pléiade des essais. Les essais, je les ai longtemps lus dans une vieille édition de poche que j'avais récupérée à la bibliothèque de Dax lors d'un désherbage, quand j'avais, je ne sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça. Puis il y avait aussi un
D'ailleurs, je regarde, oui, il est encore là. Il y a aussi un Garnier jaune qui traîne par là-bas, donc des éditions des essais, je crois même, je me demande même si on n'en a pas encore une autre. Donc les éditions complètes des essais, on en a pas mal, je ne le lis pas tous les jours, mais j'allais dire pas loin, non, c'est une exagération. Mais voilà, Montaigne nous accompagne. Et on va poursuivre sur... C'est bien aussi ce truc des Pléiades, ça permet de sortir de l'effet un petit peu trompe-l'œil de l'extrême contemporain, qui est évidemment l'essentiel de ce que je lis. Et puis là, cette semaine, enfin, qu'est-ce que je dis cette semaine ce mois-ci, cette fois-ci, ce 58-6, je range mon bureau aussi. Il y a beaucoup de francophones. Il y a très peu, il n'y a rien en fait, il n'y a que du francophone. Enfin bon, c'est pas très grave. Alors je commence, je disais que j'avais triché un peu. Je commence, on va se débarrasser vite fait de plein de livres, 6, que je vais ranger parce que ce sont des livres que j'ai laissés sortis après avoir fait certaines des vidéos de la série des 29 contemporaines. Et je vous invite à aller butiner un peu sur la chaîne vidéo. Il y a une playlist spéciale qui s'appelle 29 contemporaines. C'était un projet du mois de février. L'idée, c'était comme l'année 2020 est bissextile, de consacrer chaque jour une vidéo très courte à la lecture juste d'un fragment d'une écrivaine de langue française vivante. Ça s'appelle 29 contemporaines. J'en ai enregistré 21 en février. Le 22 février, j'ai arrêté, j'ai été pris par plein d'autres choses, et comme souvent, dès qu'on s'arrête, ben après ça s'enraye. Donc j'ai repris hier, et je recommence à publier. On va boucler les 29 d'ici quelques jours. Voilà, et donc dans ces 29 contemporaines, pour ces 29 contemporaines, j'avais relu Yannick Lahens, Faille, je le resignale. J'avais relu, je ne l'ai pas conservé finalement, mais je le signale, sur la photo de Hélène Gestern, parce que je le signale, je n'ai pas eu besoin de me creuser les méninges pour trouver 29 écrivaines de langue française encore vivantes, contemporaines, au vrai sens du terme. J'ai même dû plutôt en rebuter, en enlever. Qu'est-ce que c'est que cet emploi du verbe rebuter? Grotte, d'Amélie Lucas-Gary. L'autoportrait en vers de Marine Diaye, et j'aurais pu à cette occasion, parce que j'avais dit que j'avais fait suivre ce livre de Marine Diaye, c'était en vacances, c'était en déplacement, parce que c'était un des plus minces, mais voilà, j'aurais pu ressortir un certain nombre de mes Marine Diaye maintenant que je suis à nouveau dans mes pénates. Lagon Lagune de Sylvie Candé, je pourrais aussi reparler de Gestuaire, mais je ne vais pas commencer à reparler de ces différentes autrices. Un fleuve en fer forgé de Guénan. Et voilà, ça c'est mon seul livre de cette poète ou poétesse. Mais je sais qu'il y a des écrivaines qui écrivent de la poésie et qui préfèrent en fait juste dire une poète, mais qui trouvent poétesse, un peu désuet. Voilà, donc ça c'était la partie de la pile, tricherie, liée aux 29 contemporaines. Alors voilà, il en reste quand même pas mal. Un livre que je n'ai même pas fini de lire, j'ai arrêté à la moitié, c'est pas si souvent. Entre fous de Jean-Luc Coudray. C'est un livre publié aux éditions de l'Arbre Vengeur il y a déjà un petit moment. Ça faisait un petit moment qu'il était sur ma liste, voilà, 2014. Et ça m'a agacé, j'ai trouvé ça assez verbeux, assez vain surtout. Mais bon, je vais en lire un extrait, je vais même lire la totalité du chapitre 21. J'eus pourtant l'attention captée par une femme qui se promenait tête en l'air. Sans que je n'eusse rien demandé, elle attrapa une chaise et se dirigea vers moi. « Vous regardiez le ciel étoilé ?» dis-je pour paraître aimable. « Je contemple l'espace en général, me précisa-t-elle. Un monde inhospitalier ? Oui, un monde seulement accessible aux machines. Regardez ce que nous envoyons sur Mars. Seuls des robots pourront explorer le cosmos, alors que l'homme est dépendant de la planète qu'il a produit, sa caricature est plus libre que lui. Que devons-nous en penser? La Terre est l'exception. Les mondes morts, la norme. L'homme est l'exception. Les robots, la norme. Si je vous suis, nous avons l'habitude de raisonner à partir de l'homme, c'est-à-dire de l'exception. C'est notre erreur, l'univers est la normalité. Il est un milieu fait pour les robots, nous sommes dans l'anormalité, nés dans une couveuse qui nous protège des rayons ultraviolets. Mais en produisant des machines, nous nous accordons avec la réalité. Les machines détruisent notre planète. C'est le retour à la normalité. Ce que vous appelez la normalité, c'est la mort, lui dis-je, une mort, pleine d'énergie et de mouvement, me répondit-elle. L'espace tourne, brille, s'entrechoque. Comme une machine, comme un robot. Et que faites-vous de la sensibilité? Elle nous attache, dit-elle. La sensibilité
est une anomalie localisée sur notre planète. Si nous voulons voyager, il nous faut renoncer à cette faiblesse. Je préfère les sentiments au voyage. Vous désirez rester enfant. L'amour est un sentiment infantile, nécessaire, tant qu'on est dépendant. Il faut devenir adulte. En s'aimant les uns les autres, les humains restent fixés à leurs proches, donc à leur planète. Nous devons alors nous transformer en robots? Oui. Nous devons cesser d'être exceptionnels, c'est-à-dire hors la loi, afin de pouvoir quitter notre planète. Elle s'éloigna. Elle ne marchait pas comme un robot, mais empêtrée dans ses sensibilités, elle se déplaçait avec raideur. Et donc c'est un extrait d'Entrefou de Jean-Luc Coudray, qui est un livre sur la folie, sur un internement en fait, en hôpital psychiatrique, qui est pris d'un point de vue un petit peu du conte philosophique, ou même d'un décalque du conte philosophique. Et moi, ça ne m'a pas trop intéressé, en fait. Ça arrive. En fait, je crois que je ne trouve pas l'écriture très intéressante. On l'a peut-être entendu d'ailleurs. Il triche un peu là, dans ce chapitre-là. C'est finalement une sorte de scénette, presque, oui, théâtrale. Donc, il n'y a pas vraiment de travail sur la forme ou sur la prose narrative. Enfin, bon, voilà. C'est peut-être moi qui suis passé à côté. Je vais arrêter de dire du mal. Puis je l'ai lu il y a maintenant 1 mois et demi. Donc, je suis même plus vraiment capable d'en parler. Ensuite, sur la pile, il y a peut-être le seul livre en anglais, et en plus, je suis en train de me dire, j'improvise totalement, comme d'habitude, que je vais peut-être le garder, je vais même le garder pour plus tard. Pourquoi? C'est Blonde Roots de Bernardine Evaristo, et j'ai pas envie de le bâcler, j'ai envie d'en parler un peu plus en détail. Ça n'est pas mon livre préféré de Bernardine Evaristo, et en pressant déjà la litote, un petit peu déçu. De toute façon, pour moi, les 2 livres vraiment majeurs de Bernardine Evaristo, c'est Lara et The Emperor's Babe, les 2 romans en vers. Et les autres livres, finalement, au fur et à mesure que j'essaie de tout lire d'elle, me convainquent moins. Mais enfin voilà. Mais malgré tout, c'est un livre important. Hein, c'est une sorte de dystopie inversée, un peu comme aux États-Unis d'Afrique d'Abdurrahman Waberi. C'est ce qu'on appelle aussi une uchronie, c'est-à-dire une uchronie par inversion. Bon. J'en reparlerai en essayant non pas de préparer, parce que je prépare jamais, mais d'essayer quand même de réfléchir à ce que je vais dire pour pas totalement dégoiser à côté. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma pile? Tiens, celui-là on a lu du Montaigne, mais il y a aussi, tiens, il y a du Dubélé sur la pile. Et pourquoi Dubélé? La défense et illustration de la langue française. Et la défense et illustration de la langue française, pourquoi est-il sur ma pile? Parce que il vient d'en paraître une nouvelle édition aux éditions Louise Bottu dans la collection des inactuels intempestifs. Alors déjà pour signaler, si des profs de français, je ne sais pas, veulent encourager ce projet-là, c'est les éditions Louise Bottu. Bon, c'est du copinage, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime bien l'éditeur qui me l'a envoyé gratos, mais c'est pas la raison. Mais je le remercie quand même au passage. Comment dire, la défense et illustration de la langue française, donc pour 8 euros, vous avez le texte seul. Alors moi, c'est un texte que je connaissais parce que justement, c'est pour ça que je disais prof de français, ma professeure de lettres d'Hippocagne à Bordeaux, au lycée Montaigne, on n'en sort pas, Françoise Delair, elle s'appelait, je sais qu'elle est morte il y a déjà un petit moment, nous avait fait travailler longuement sur les regrets de Dubélé et sur la défense et illustration de la langue française, en fait, plus encore d'ailleurs, sur le texte théorique. Il y a eu des éclairages, des allers-retours, je me rappelle assez bien de ce cours d'ailleurs, et c'était dans l'édition Folio tout simplement, qui trimballe, qui se promène par là, que j'ai pas ressorti. Est-ce que je la vois? Non, elle est derrière une carte postale. Je déteste avoir des trucs devant les livres. Il y a des gens chez qui on peut sortir aucun livre, parce qu'il faut à chaque fois déplacer les bibelots. Moi, je n'aime pas ça du tout. Et malgré tout, même chez moi, ça arrive. Bon, voilà, donc je pense que si l'ordre alphabétique est respecté, je vois qu'entre Paul Celan et Philippe Jacotet, il y a une carte postale, et donc Dubélé, logiquement, doit être là-bas. Peu importe, on s'en fout complètement. On s'en fout de ta life, mec. Raconte... qu'est-ce que je dis? Raconte un peu, parle-nous de la défense et illustration de la langue française. C'est rigolo que je dise, on s'en fout de ta life, mec, en parlant de ça. Donc Louise Bottu ressort ce livre, et donc le ressort tout seul, donc c'est intéressant. Il est d'ailleurs, et j'ai pas revérifié, il est d'ailleurs précédé d'une épître que je n'avais jamais lue, je pense, ou alors elle ne m'a pas marqué,
qui doit être pourtant dans l'édition que j'ai. Vous voyez, j'ai même pas revérifié ça. Et cette épître est très très belle. Mais je vais plutôt vous lire, comme quoi finalement on ne sera pas resté totalement dans le contemporain dans cette vidéo. Et même, puisque j'en suis déjà à un quart d'heure et que je vais m'arrêter bientôt, on en sera resté à un peu à du 16e quand même, on a un peu de Renaissance française. Allez. Oui, allez, je vais rester sur le chapitre 11, j'ai un peu hésité. Zéro montage, ça me fatigue. Chapitre 11, de quelques observations outre l'artifice, avec une invective contre les mauvais poètes français. Je ne demeurerai longuement en ce qui s'ensuit pour ce que notre poète, tel que je le veux, le pourra assez entendre par son bon jugement, sans aucune tradition de règle. Du temps donc et du lieu qu'il faut élire pour la cogitation, je ne lui en baillerai autre précepte que ceux que son plaisir et sa disposition lui ordonneront. Les uns aiment les fraîches ombres des forêts, les clairs ruisselets doucement murmurant parmi les prés ornés et tapissés de verdure. Les autres se délectent du secret des chambres et doctes études. Il faut s'accommoder à la saison et au lieu. Bien te veux-je avertir de chercher la solitude et le silence amis des muses qui aussi, afin que ne laisse passer cette fureur divine qui quelquefois agite et échauffe les esprits poétiques et sans laquelle ne faut point que nul espère faire chose qui dure, qui aussi n'ouvrent jamais la porte de leur sacré cabinet, sinon à ceux qui heurtent rudement. Je ne veux oublier l'émendation, c'est super important ça, l'émendation, hein, quand on écrit, quand on compose, hein, on le sait ça. Je suis pris dans un projet d'écriture complètement dingue en ce moment, et l'émendation, mon Dieu. Je ne veux oublier l'émendation, partie certes la plus utile de nos études. L'office d'elle est d'ajouter au thé ou muer à loisir ce que cette première impétuosité et ardeur d'écrire n'avaient permis de faire. Pourtant est-il nécessaire, afin que nos écrits, comme enfants nouveau-nés, ne nous flattent, les remettre à part, les revoir souvent, et en la manière des ours, l'œuvre est l'ourson, hein, l'œuvre est l'ourson de l'écrivain, et en la manière des ours, à force de lécher, leur donner forme et façon de membres, non imitant ces importuns versificateurs nommés des Grecs monsopatagoi, qui rompent à toutes heures les oreilles des misérables auditeurs par leurs nouveaux poèmes. Je suis un peu monsopatagos, moi, hein, mais bon. Il ne faut pourtant y être trop superstitieux, ou comme les éléphants leurs petits, être 10 ans à enfanter ses vers. Bon, il me rassure. Surtout, nous convient avoir quelques savants et fidèles compagnons, ou un ami bien familier, voire 3 ou 4, qui veuille et puisse connaître nos fautes, et ne craigne point blesser notre papier avec les ongles. Il faut avoir des amis qui vous dézinguent, qui vous critiquent, qui critiquent ce que vous avez écrit, hein, qui ne craignent point blesser notre papier avec les ongles. Encore te veux-je avertir de hanter quelquefois non seulement les savants, mais aussi toutes sortes d'ouvriers et gens mécaniques comme mariniers, fondeurs, peintres, engraveurs et autres, savoir leurs inventions, les noms des matières, des outils et les termes usités en leurs arts et métiers, pour tirer de là ces belles comparaisons et vives descriptions de toutes choses. Vous semble-t-il point, messieurs, qui êtes si ennemis de votre langue, que notre poète ainsi armé puisse sortir à la campagne et se montrer sur les rangs avec les braves escadrons grecs et romains? Et vous autres, si mal équipés, dont l'ignorance a donné le ridicule nom de rimeurs à notre langue, comme les latins appellent leurs mauvais poètes versificateurs, oserez-vous bien endurer le soleil, la poudre et le dangereux labeur de ce combat? Je suis d'opinion que vous vous retiriez au bagage avec les pages et laquais, ou bien, car j'ai pitié de vous, sous les frais ombrages, aux somptueux palais des grands seigneurs et cours magnifiques des princes, entre les dames et damoiselles où vos beaux et mignons écrits, non de plus longue durée que votre vie, seront reçus, admirés et adorés, non point aux doctes et riches bibliothèques des savants. Que plût aux muses, pour le bien que je veux à notre langue, que vos ineptes œuvres fussent bannies au masculin, œuvres, pluriel, masculin,
que vos ineptes œuvres fussent bannies, non seulement de là comme ils sont, mais de toute la France. Je voudrais bien qu'à l'exemple de ce grand monarque, qui défendit que nul n'entreprit de le tirer en tableau, sinon appel, ou en statut, sinon lisipe, tous rois et princes amateurs de leur langue défendissent par édit exprès à leur sujet de non mettre en lumière œuvre aucun, et aux imprimeurs de non l'imprimer. Si premièrement il n'avait enduré la lime de quelque savant homme, aussi peu adulateur qu'était ce Quintilly dont parle Horace en son art poétique, où, et en infini d'autres endroits du dit Horace, on peut voir les vices des poètes modernes exprimés si au vif, qu'il semble avoir écrit non du temps d'Auguste, mais de François et Henri. Les médecins, dit-il, promettent ce qui appartient aux médecins. Les feuvres traitent ce qui appartient aux feuvres. Mais nous écrivons ordinairement des poèmes, autant les indoctes comme les doctes. C'est magnifique, hein, sur la création, la composition poétique, et le chapitre commence en disant « Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous raconter ça, mais c'est comme pour Montaigne, hein, on commence à lire, c'est difficile de s'arrêter, hein, du Bellay. Du Bellay, la défense et illustration de la langue française, repris tout récemment aux éditions Louise Bottu, et si vous avez déjà ce texte, ou si vous ne voulez pas l'acheter sous cette forme, allez revérifier le catalogue Louise Bottu, vous m'en direz des nouvelles. Allez, on continue. Je remets la carte postale. La carte postale dedans, pour ne pas la mettre devant les livres. On ne sait lequel choisir. Ah si, celui-là. Celui-là. Mustapha Benfodil, Alger, journal intense. J'ai acheté ce livre, je ne connaissais pas Mustapha Benfodil. Je ne sais pas combien de fois je dis ça dans ces vidéos. Je ne connaissais pas. C'est le principe un peu de la découverte. Hein. Sinon, je fais que des vidéos sur des écrivains que je lis depuis 20 ans et je vais m'emmerder moi-même. Mais bon, alors que là, moi je m'emmerde. Vous vous emmerdez, oui, mais moi non. Bien, Mustapha Benfodil, je ne connaissais pas. C'est aux éditions Macula. Ça vient de sortir, je crois, que je vérifie, je ne sais jamais. Ça vient de sortir dans cette édition en France. 2019, voilà, mais c'est déjà paru en 2018 en Algérie aux éditions Barzac sous le titre Body Writing, Vie et mort de Karim Fatimi, écrivain. Alors je l'ai acheté, lu, parce que cette semaine, la semaine prochaine, je sais non, du coup je perds la notion du temps, oui je crois que c'était lundi prochain, lundi 23 mars, devait avoir lieu à l'instigation de ma collègue Marilyn Eck d'une part, mais aussi de la librairie Le Livre, 2 rencontres avec Mustapha Benfodil. Et bien finalement, ça n'aura pas lieu à cause du coronavirus. Je dis des bêtises, je confonds. Marilyn Eck, elle a dû aussi annuler une rencontre, mais c'est une rencontre avec Bertrand Belin. Je confonds tout, pardon. Enfin, ça me permet de saluer une collègue aussi très très active et très dynamique. Donc non, à la librairie Le Livre, on ne va parler que d'eux. Donc Mustapha Benfodil, il devait venir parler de ce livre, mais il ne viendra pas. Alger, journal intense, moi je vais vous en parler un petit peu. Ce livre est un livre, allez, il suffit de le feuilleter, donc on va un peu le feuilleter, je l'ai pris au milieu, voilà, là il y a un cliché d'un cahier manuscrit, et puis il y a des poèmes, il y a des voilà, là il y a un dessin, il y a les dessins de la fille du personnage principal, donc il y a des polices différentes, là c'est un peu tout le temps la même, voilà, là il y a d'autres polices, et en fait, pour résumer, je vais prendre la 4e de couverture, Karim Fatimi, astrophysicien de renom, meurt sur la route de Bologhine, près de la maison hantée. Mounia, sa femme dévastée, entame alors un journal pour exorciser son chagrin. Et le livre va parler en fait de toute la décennie noire, c'est-à-dire fin des années 80, début des années 90, hein, toute la période de turbulence très forte et de guerre civile et de massacres, et une période politiquement et socialement extrêmement compliquée en Algérie. Je ne prétends pas connaître bien cette période-là, ni l'Algérie en général, mais enfin voilà, c'est pour dire le contexte global de ce livre, et c'est un livre qui, dans sa structure, est tout à fait passionnant, à savoir, comme je vous l'ai montré vite fait, hein, c'est une sorte de collage, cut-up, la trame principale, et ça commence comme ça,
C'est le journal de la veuve, c'est Mounia qui essaie d'apprivoiser son deuil, qui essaie de faire son deuil, qui donc écrit voilà, des textes très très émouvants, très beaux, complètement baroques. Par moments, je trouve que ça rappelle un peu le livre brisé de Dubrovski. Enfin, il y a un côté comme ça dans l'écriture de Ben Fodil ou dans l'écriture que Ben Fodil fait tenir à son personnage. Et, euh, et donc, voilà, donc ça c'est la trame principale. Et puis, voilà, ça va rappeler les choses à les gens, voilà, vous reconnaissez. Voilà, donc, et donc il y a cette espèce de collage qui fait qu'elle lit, elle découvre plein de textes que son mari écrivait, parce que son mari était astrophysicien, mais c'était aussi un polygraphe, il écrivait tout le temps, partout, sous toutes les formes, à la machine à écrire, dans des carnets, sur des petits bouts de papier. Et donc en s'installant dans son bureau, dans l'antre du mari mort accidentellement, elle découvre plein de choses, et donc voilà, c'est un peu son enquête, c'est un journal de deuil, c'est une enquête, et donc il y a tous ces textes qui permettent bien sûr des flashbacks sur la jeunesse du personnage principal, de ce Karim qui est mort. Voilà, donc ça c'est quand même tout à fait étonnant. Euh, Tiens, par exemple, quand elle découvre des pages écrites par son mari avant qu'il la connaisse, à propos d'une autre femme qu'il a connue avant, elle savait bien sûr qu'il avait eu un certain nombre de relations et de liaisons, et même des liaisons sérieuses avant elle. Voilà ce qu'elle écrit. Nassima, aussi curieux que cela puisse paraître, je me solidarise totalement avec cette fille et partage sa peine. Elle a l'air d'être une belle personne. Pauvre nana éconduite, qui se venge d'une façon aussi audacieuse en te subtilisant ton journal avant de te le restituer, accompagné de ces mots écrits à même ton cahier intime. J'ai apprécié cette lettre tout en retenue, trahissant une femme de caractère. Et en face de ce que je suis en train de vous lire, il y a les pages du carnet dans lesquelles il y a une écriture manuscrite qui est celle de cette Nassima. Donc ça veut dire qu'au milieu, donc ça veut dire qu'on a plein de passages manuscrits, il y a ceux de la fille des deux personnages principaux, il y a l'écriture de Karim lui-même, il y a les tapuscrits de Karim. Quelle classe, respect. Ma foi, c'est un exemple d'abnégation. Il suffit de considérer la chute de son message où elle te souhaite bonne chance, malgré tes incartades, un parangon de dignité. Crois-moi, je me surprends à éprouver une forme d'affection et d'admiration pour cette Nassima, même si la manière me laisse perplexe. En tout cas, elle m'inspire plus d'empathie, plus d'amitié que l'autre, cette Sophia castratrice. Son diagnostic de ton background mental est rigoureusement semblable au mien à presque 20 ans d'intervalle. Et je veux lire quand même un autre extrait. Ah oui, l'extrait à propos de Mahmoud Darwish. Tu t'arrêtais, reprenais, t'arrêtant de nouveau, reprenant, mots saccadés, éclats de strophes éparses. Vocables confus, cris sourds, lamentations étouffées, puis le silence, puis des mots encore, un torrent de mots giclés, puis un sanglot, puis un désert de silence, puis l'agonie, le poids de la nuit. Je cédai au sommeil et je m'en voulus de t'abandonner ainsi aux affres de ta tristesse, et au petit matin, la lumière était encore allumée dans ton bureau, tu ahanais comme un forçat, un forgeron. Tu es sorti furtivement pour aller aux toilettes. Tu y es passé sans dire un mot, sans dire bonjour, le visage fermé, livide. Tu t'es à nouveau enfermé pendant des heures, puis tu t'es assoupi, et quand tu nous es revenu, tu étais fourbu, éreinté physiquement. Tu avais les traits tirés, une tête d'enterrement. Tu n'avais plus de larmes sur toi, et tu m'as parlé. Dit d'une banalité, j'ai compris que ça allait mieux, que tu avais fait ton deuil à ta façon. Dans cet aparté mystique avec Darwish, l'autre Darwish, le poème infini, sa présence dans l'absence, son autre corps, son corps poème, celui qui n'était concerné ni par la biologie, ni par la mort, ni par le salut, ni par l'éternité. Et ce n'est qu'aujourd'hui, maintenant que moi aussi je suis confronté à ton corps de papier, que je découvre ton truc, ton infaillible technique pour réussir ton deuil, et que je fais comme toi, je m'enferme avec ton fantôme. Et je te récite jusqu'à ce que de nouveau tu adviennes, que tu me reviennes, être pure présence dans l'absence, débarrassé de la contingence des corps solides, solubles dans l'éphémère et le sordide et en guise de bonus, comme pour me récompenser, voilà que je trouve le secret, la sécrétion de ton deuil égoïste,
Cette nuit, du 9 au 10 août 2008, ta lettre à Mahmoud Darwish, la comète de Darwish, ode à la digne extinction de la métaphore. Photo de Darwish, poème en arabe, qui s'appelle Darwish Graphie. Ça a coupé, c'est pas grave, c'est un livre cut-up, c'est un livre brisé. J'ai parlé de l'analogie très 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 lointaine qui m'a juste traversé l'esprit d'ailleurs en improvisant tout à l'heure avec le livre brisé de Dubrovski. C'est complètement différent aussi. Et puis il y a quand même tout ce fond historique qui fait que ça échappe totalement un petit peu au côté un peu superficiel parfois de l'autofiction. Là, c'est pas de l'autofiction et c'est extrêmement riche, extrêmement fort. Donc voilà, c'est Alger, journal intense de Mustapha Ben Fodil. Et puisque finalement j'ai été interrompu et ça, j'ai parlé une demi-heure et je relance un film pour pouvoir terminer de vous parler de Mustapha Ben Fodil, eh bien on va en prendre un petit peu plus pour la route. On va parler de quoi? On va parler du manuscrit Corbeau de Max Haupt. Max Haupt, on ne le présente pas, eh bien tant pis si vous ne le connaissez pas. Immense écrivain espagnol, exilé au Mexique, exilé d'abord en France, retenu dans les camps d'internement du sud de la France parce qu'il était antifranquiste et républicain, bien sûr. Il y a cette merveilleuse, je ne sais même pas comment il faut dire, exalogie, je ne sais pas comment il faut dire ce merveilleux texte en 6 volumes, le labyrinthe magique, c'est un texte génial, il faut absolument lire ça. Et je n'ai pas vérifié l'éditeur, j'ai ça derrière moi, je ne vais pas me lever, on a fait assez de sketchs comme ça aujourd'hui. Et donc Max Haupt, il a aussi écrit ce manuscrit Corbeau, dont les éditions Hérolimite proposent une nouvelle traduction, il y avait déjà une traduction, et celle-ci, c'est une traduction de Guillaume Contré. Et Guillaume Contré, j'en ai déjà parlé en tant qu'écrivain, puis aussi en tant que traducteur. Et ce texte, Manuscrit Corbeau, c'est un texte absolument dingue. Enfin voilà, dingue sur un manuscrit retrouvé qui a été écrit par un corbeau. Et donc voilà, c'est un corbeau qui témoigne de ce qui se passe dans un camp d'internement de républicains espagnols en France. Et donc voilà, donc il y a ce biais qui est un biais assez, j'allais dire classique, non pas vraiment, parce qu'en plus ça prend la forme de l'histoire du manuscrit retrouvé, donc c'est pas classique du tout, mais voilà, il y a ce côté-là, puis il y a un côté du coup extrêmement ironique, et extrêmement même dur, extrêmement noir, hein. C'est vraiment un texte formidable au sens, allez, je vais faire mon pédant jusqu'au bout, j'arrête pas, mais formidable au sens étymologique du terme, à savoir que c'est impressionnant et puis c'est un peu terrifiant aussi parce que c'est un texte sur ces grandes aventures, ces grandes tragédies humaines. Et donc j'ai lu ça il y a un mois et demi. Et allez, je vais lire un passage qui est bien dans le ton, à savoir que c'est très drôle et c'est atroce. Du Pernou et de ses dérivés, de leurs conséquences. L'homme sent son infériorité. Et pour la vaincre, le sot ingère toutes sortes de médecines. Il boit d'affreux liquides qui ont parfois une odeur de pourriture dans l'espoir d'atteindre quelque chose ressemblant à un état supérieur. Seules sont décentes les couleurs brillantes des dits liquides, ici plus trompeuses que jamais. Ils disent que cela passe sans qu'on le sente. Il n'en reste pas moins que cela les prive de leur sens. Leur haleine sent le fumier, leurs pas se font plus courts et leur chemin se rallonge à force de zigzags. Attentifs comme toujours à ce qui se présente et poussés par l'envie de s'approprier tout ce qu'il y a de mieux, ils disent « sous comme un cochon ». Plus ils avalent, moins ils supportent ce qu'ils ingèrent. Avertissement utile pour quiconque et inutile pour leur pauvre entendement. Avis à ceux qui se croient vainqueurs de n'importe quelle guerre, chacun est qui il est et le vin est du vin. Quand les hommes s'approprient quelque chose qui ne leur appartient pas, au lieu de le cacher comme c'est notre bonne habitude, ils l'ingèrent. Et ce qui a été ingéré les achève. Bien entendu, c'est un mal dont souffrent les hommes en uniforme, puisque, comme on pouvait s'y attendre, les concentrés sont des gens possédant davantage de jugeote, qui se contentent d'eau, certes contaminée, mais de l'eau, quoi qu'il en soit. Alors je fais une parenthèse, parce que je n'ai pas expliqué quand même pourquoi le texte est extrêmement ironique. Le corbeau interprète évidemment ce qu'il voit, ce qui l'accompagne, ce dont il est témoin, mais il l'interprète en étant persuadé
que le camp de concentration est un camp pour une élite. Et qu'en fait, c'est l'élite de l'humanité qui est là, et c'est même une aristocratie, à savoir ce sont des privilégiés. Et donc, il décrit les concentrés, donc ceux qui sont internés dans le camp de concentration, comme des privilégiés. Il interprète tout comme ça. Les gardes sont si durs de la caboche, surtout qu'ils doivent tout imbiber. En levant le coude, ils se laissent porter par la force du vin. Ils aiment être complètement saouls avec n'importe quoi, s'aliéner jusqu'à se sentir corbeaux. L'adjudant, le sergent-major, le lieutenant, le capitaine et le commandant boivent pour oublier leur peine patriotique et rouer de coups à plaisir les internés, qui de cette façon s'attendrissent et comprennent mieux leurs enseignements. Une pâte bien malléable. Ainsi, chaque jour grandissent-ils, ne serait-ce qu'en dedans, et apprennent-ils. Je vais t'apprendre à marcher. La liqueur ne respecte pas les galons, ses effets sont démocratiques. Avec de tels torboyaux, ils s'abrutissent davantage, et dans l'espoir de tuer le ver, autre référence aux animaux, sans lesquels ils ne peuvent vivre, ils s'abrutissent et terminent, comme ils disent, beurrés, rincés, ronds comme des queues de pelle. Après la raclée donnée aux prisonniers, celui qui ne dort pas pleure ou chante. Ils donnent à ceux qu'ils boivent les noms les plus divers, pour ne pas confondre chats et chiens et ne pas perdre de vue le loup dans leur bergerie, mais la base semble être le pernod. On prend un pernod, et les gardes, avec leur odeur de sangle en cuir suante, enlèvent leur képi, se passent la main sur le front, remontent soudain leurs pantalons, s'assurant de ne pas avoir perdu ce qui, croit-il, garantit leur condition d'homme, et entrent au café du coin. Et là, on passe du rouge au blanc, du clairé au rosé, du vert au sec, du doux au bordeaux, du malaga au bourgogne, de la vinasse au jaja, du porto au champagne, du jerez au montilla. Je connais ces noms étranges pour les avoir entendus cités avec nostalgie par beaucoup d'internés. Et je suis loin d'être exhaustif, car quand il s'agit du mal, le nombre de leurs mots est infini. Chaque pays, chaque région a ses crues, il les tire même des pierres. Valdepeñas, Rioja, Cariñena, Malvoisie, Chacoli, Anisette, Cognac, Rhum, Vodka, Raki, Falerne, Montilla, Manzanilla, Curaçao, Kirsch, Kümmel, Rosolis, Vermouth, Mistel, Absinthe, Gin, Oren, Eau-de-Vie, Dubonnet, Amer, Picon, Cassis, Fine, Marasquin. Quand vient l'aube bleue et violacée, les sifflets des gardes pompettes réveillent les internés pour le premier appel. Il y a une note qui est du corbeau lui-même, du récitant, du narrateur. Comme toujours, même dans la consommation et surconsommation d'alcool, ils ont recours à ce qui leur est supérieur pour se sauver un peu. Ivres, voici, disent-ils, qu'ils rient comme des baleines, se comportent comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, et ceux qui nous touchent de plus près, qu'ils font le pied de grue. Le grand corbeau, c'est le dieu des corbeaux, hein. Là c'est moi qui fais la parenthèse, le grand corbeau, il comprendra sans doute quelque chose, moi non. Voilà, donc cette espèce de ton complètement décalé, enfin, d'enquête, d'anthropologue, de corbeau anthropologue, mais qui ne comprend pas en fait ce qui se passe et qui nous aide du coup à le comprendre ou à le comprendre autrement. C'est vraiment un livre très fort. On aura entendu, j'ai fait le choix de lire un chapitre long, je me suis dit, bah tant pis, de toute façon ces vidéos sont longues, mais c'est pas grave. Enfin, c'est peut-être grave, je sais pas. Mais je voulais aussi faire entendre ce qui se passe dans la durée de la construction du texte, et aussi quand même le travail du traducteur, parce que je ne connais pas l'espagnol, je le lis très peu, je le comprends très peu, je ne l'ai jamais appris, mais enfin, je sais voir une bonne traduction quand j'en vois une. Et cette traduction a l'air vraiment excellente, ne serait-ce que toute la complexité des noms d'alcool, mais surtout tout ce qui est de l'ordre des équivalences pour les animaux. Là, de toute évidence, toutes les images pour les animaux, ça a dû être quand même extrêmement compliqué à reprendre. Et donc voilà, donc tout le texte est écrit comme ça, un petit peu, enfin. Et donc, c'est vraiment très bien. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui. Bah, finalement, il y a un petit reliquat pour la prochaine vidéo. Il y a quoi? Il y a eu Savitskaya, il y a du Chevillard, il y a Atik Raimi, et puis il y a aussi, tiens, un livre dont il faudra vraiment que je parle. C'est vraiment une des découvertes, un des chocs de ces dernières semaines. C'est Christina de Calonis Herminia, mais on en reparlera. Je le mets là. Tiens, voilà. Voilà, comme ça va finir la vidéo. On va même le voir. On va le voir, on va pas le voir. Il a tombé sur l'objectif, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Et donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Je voulais finir par ça. Je vous en ai parlé. Donc, je viens de vous en lire un extrait. Max Haupt, manuscrit Corbeau, édition Héros Limite, traduit par Guillaume Contré. Alors, évidemment, en ce moment, ça, je ne l'ai pas dit,
mais j'essaie d'être un peu prescripteur. C'est vrai que dans ces vidéos, normalement, je vous parle de livres. Et puis régulièrement, quand même, pas des dizaines de personnes, mais quelques amis, quelques personnes que je ne connais pas aussi mettent des messages en disant tiens, je vais acheter tel livre. Moi, ça me fait plaisir d'avoir du retour, parce que même si je fais ça pour moi, c'est quand même bien de se dire qu'on ne le fait pas totalement tout seul. Évidemment, le problème, là, dans l'immédiat, c'est que toutes les librairies, toutes les bibliothèques sont fermées, et c'est bien normal. C'est vraiment pour éviter une catastrophe totale, et peut-être qu'on ne va pas l'éviter, je ne sais pas. Donc, écoutez, j'espère que vous prenez quelques notes de ce qu'éventuellement je vous ai donné envie de lire, et que vous achèterez, lirez, tout ça plus tard, voilà. Et puis en attendant, on continue. Après la 58, il y aura la 59. Dans pas trop longtemps, je pense. Ça m'étonnerait qu'il se passe 2 mois avant la suivante. Allez, on ne sait pas. Bonne continuation.